Je viens vous parler d'un travail que je suis en train de faire avec ICAP sur une formation qui s'appelle méthodologie d'interprétation de la conduite motrice. Méthodologie d'interprétation de la conduite motrice, je vais vous expliquer ce que c'est et je vais en même temps essayer de vous expliquer en quoi c'est une gageure. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une gageure de faire ça en vidéo et de ne pas le faire en vrai. Alors qu'est-ce que c'est que la méthodologie d'interprétation de la conduite motrice et quel est le cadre théorique qui m'organise? Je vais essayer de vous expliquer ça de manière à vous faire comprendre pourquoi pour moi c'est quand même une gageure de fonctionner en vidéo alors que je pense que c'est le vécu et le vivant qui est premier pour interpréter la conduite motrice. Donc je vais essayer de vous expliquer ça et essayer de vous expliquer en même temps le cadre théorique qui m'organise et qui me fait vous dire ça. Alors, méthodologie d'interprétation de la conduite motrice, ça veut dire quoi? Notre premier outil quand on enseigne, quand on entraîne, quand on s'occupe de gamins, c'est le comportement moteur. C'est-à-dire ce qu'on voit, ce que fait le sujet. Et donc mon sujet, c'est comment on passe de ce comportement moteur à l'interprétation de la conduite motrice, c'est-à-dire ce que signifie le comportement moteur et donc quelles sont les causes de ce comportement. Et donc ce cours-là traite de comment on peut bien partir et observer le comportement moteur pour déterminer les causes des problèmes rencontrés par les sujets et donc interpréter la conduite motrice. Et donc c'est un cours qui suppose bien évidemment un certain nombre de choses, c'est-à-dire que le modèle, dans ce modèle-là on a besoin d'un certain nombre de choses et vous allez voir qu'elles ne sont pas évidentes dans le cadre d'un fonctionnement en vidéo, c'est-à-dire qu'on a besoin bien évidemment pour interpréter cette conduite motrice d'avoir un cadre pour évaluer la difficulté des activités physiques et sportives et artistiques, ce que par le bas il appelle la logique interne, le système des traits caractéristiques et des conséquences qu'il entraîne pour l'action. Système des traits caractéristiques et des conséquences qu'il entraîne pour l'action. Donc on a besoin de ça. Ça c'est quasiment assez facile à présenter, c'est des éléments assez théoriques et on peut facilement les présenter dans le cadre d'un cours, dans le cadre d'une vidéo, etc. On a besoin d'un cadre de modélisation du fonctionnement du sujet. Et ça, c'est de ça dont je vais vous parler, parce que ce cadre de modélisation du sujet, on va le dire très vite, dans le cadre cartésien, européen, français, il est dualiste. On oppose l'esprit, on oppose le corps, on oppose la théorie et la pratique, on oppose le dire et le faire. Et en fait, avec la vidéo, on est à nouveau sur cette opposition-là. Donc c'est là que se situe ma gageure, c'est comment dépasser cette opposition qui construit notre société, sur laquelle sont basées les études universitaires et sur lesquelles ne peuvent pas être basés le fonctionnement pratique de quelqu'un sur le terrain, parce que ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et donc on a besoin ici d'une méthodologie d'observation. Et une méthodologie d'observation, c'est là que le bas blesse, mais c'est aussi de là qu'on est parti, parce que je ne sais pas si vous savez que maintenant à CAPES, eh bien, les épreuves, elles se font sur vidéo. L'épreuve d'option, en fait, on vous donne une vidéo et vous devez à un moment donné observer le comportement du sujet, faire des hypothèses de cause et proposer des objectifs de travail et des remédiations. Et en fait, le cœur de la formation, moi ce que j'estime le cœur de la formation dans le domaine des sciences et techniques des activités physiques et sportives, c'est ça. C'est comment on est capable d'observer pour choisir des objectifs et à partir de là, choisir des remédiations. Et là où effectivement c'est un peu une gageure, c'est qu'en fait le modèle dont je pars, que je vais essayer de vous présenter, le modèle classique, je vais partir du modèle classique et je vais vous dire ce modèle classique il ne me va pas. Il faut qu'on arrive à construire un autre modèle qui est beaucoup plus intégré. Et la gageure c'est celle-ci, c'est comment, avec un outil qui est de la vidéo, on va pouvoir venir à l'interprétation de la conduite, venir à la subjectivité du sujet, rentrer dans l'intentionnalité du sujet, rentrer dans son vécu, c'est-à-dire une connaissance en première personne, et même plus qu'une connaissance en première personne, une connaissance situationnelle, c'est-à-dire une connaissance qui déborde, qui émerge, qui est au-delà d'une certaine prise de conscience. C'est ça un petit peu la gageure. Alors, vous allez m'arrêter parce que vous allez voir que je suis capable de partir dans des tas de directions et d'être un peu long. Mais je vais vous présenter le modèle de départ. Le modèle de départ, vous le connaissez, hein, c'est-à-dire celui sur lequel on a construit cette interprétation de la conduite motrice à l'heure actuelle et celui que je souhaiterais dépasser. Alors, il n'y a pas l'animation avec. Je suis un peu déçu, ça ne fait rien, je vais le faire comme ça, je vais le faire en live. Alors, donc le schéma ici, il représente le modèle classique.
On part du comportement du sujet, d'accord, le comportement du sujet ici, et puis on a d'une part la logique interne de l'APS qui est confrontée, donc logique interne de l'APS avec ses caractéristiques, sa difficulté, ses contraintes, qui croisent le sujet avec ses caractéristiques, ses ressources, ses savoirs, ses compétences, et ici se construit l'adaptation, transformation du sujet. On oppose le sujet et l'environnement. Et pour moi, à un moment donné, à l'heure actuelle, on ne peut plus être sur cette logique-là, avec d'une part le sujet et de l'autre côté l'environnement, les ressources, les contraintes, c'est facile, c'est pratique, mais en fait, pour moi, il y a de plus en plus co-transformation, co-construction continuelle, c'est-à-dire que la situation, elle évolue en même temps que le sujet, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir construire comme modèle? Donc derrière cette approche de la situation, hein, ça c'est la notion de situation d'enseignement, la notion de situation motrice, on a bien d'un côté la logique de l'APS, ses contraintes, et donc tout ce qui va être les caractéristiques, sa difficulté, de l'autre côté le sujet avec sa personnalité, sa subjectivité, et le croisement des deux là produit l'adaptabilité, donc le comportement, et on va interpréter la conduite motrice en termes de manque. On va dire, bon ben voilà, là on a un système de contraintes, donc mon sujet il lui manque ça. Et l'interprétation en termes de manque, le petit schéma, alors j'espère qu'il va bien vouloir s'animer, parce que normalement il est animé, ben je vois que ça ne marche pas sur celui-ci. Bon ben tant pis, on va le faire comme ça. Le fonctionnement classique, c'est qu'on parle en termes de savoir. On dit le sujet, il a des savoirs cognitifs, il a des savoirs stratégiques, il possède un certain nombre d'aptitudes, il a des capacités cognitives. Le sujet, il a des savoirs moteurs, il a des savoirs techniques, des aptitudes psychomotrices, on les appelait comme ça à une époque, il a des savoirs affectifs ou sociaux, des caractères psychologiques et des caractéristiques biomorphologiques. Et on dit, eh ben voilà, mon sujet, s'il n'y arrive pas, c'est parce qu'il ne sait pas ceci, c'est parce qu'il ne sait pas cela, c'est parce qu'il n'a pas les aptitudes, on parle en termes de manque. D'accord? Une première approche en termes de manque. Et vous voyez que derrière cette première approche, on a un cadre qui est classique, qui est de dire le sujet, il a 4 dimensions, qui sont le cognitif, le moteur, l'organique, le biologique et l'affectif. Affectif, cognitif, moteur, vous connaissez tous, c'est Henri Vallon, hein, ça date d'une certaine époque, mais c'est toujours très pratique. Et on interprète comme ça. Et puis on dit, ben voilà, le sujet n'y arrive pas parce qu'il n'a pas compris ceci, parce qu'il ne sait pas cela, etc. La question qui m'a guidé derrière, c'est, mais pour arriver à ces savoirs, quels sont les processus qui permettent de construire ces savoirs et quelles sont les fonctions qui permettent de construire ces savoirs. Et donc l'interrogation a été celle-ci, comment je dépasse cette approche en termes de manque pour construire ce que j'ai appelé, on va le dire comme ça, c'est un gros mot, des fonctions phénoménologiques. C'est quoi des fonctions phénoménologiques? C'est les fonctions qui sont propres au sujet, qui sont internes au sujet, mais qui en même temps construisent le monde dans lequel il vit. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de proposer un cadre théorique qui soit le même pour l'activité physique et sportive, pour le sujet, et pour la situation, et pour l'observation? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et donc l'idée est de dire, ben, c'est pas suffisant, parce que de toute façon, il y a du cognitif, de l'affectif, de l'organique, du moteur, tout le temps, à tous les niveaux, y compris au niveau qu'on considère comme étant le plus cognitif ou plus métacognitif. Ça repose sur du moteur, ça repose sur de l'affectif, ça repose sur de l'organique, et on ne peut pas, à un moment donné, distinguer les 4. Donc quel cadre on peut bien proposer pour arriver à ça? Et c'est là où justement la gageure, elle existe par rapport à l'approche avec ICAP, c'est qu'en fait, le positionnement avec un MOOC, c'est de dire le sujet, il va mettre en place un recul réflexif, une métacognition, d'accord, qui serait supérieure ou au moins différente aux autres dimensions, alors qu'à l'inverse, le travail que je propose, c'est de dire, ben non, je suis désolé, dès qu'on va être sur la technique, dès qu'on va être sur du moteur, on est tout le temps et en même temps sur de l'affectif, sur de l'action, sur du moteur, sur de l'organique. Et donc, quelles fonctions on peut bien imaginer qui vont permettre d'analyser et d'intégrer tout le temps, à tout moment, ces 4 dimensions? Quelles sont les fonctions qui vont permettre, au niveau de l'observation, au niveau de l'interprétation, de dépasser cette interprétation et d'arriver au plus profond du sujet, à ce qui se passe
dans la chair du corps, comme diraient les phénoménologues, c'est-à-dire dans ce qui se passe dans la chair qui a été affectée par son histoire, qui a été affectée dans sa plasticité. Vous savez que le système nerveux central, il est plastique. Vous savez que la musculature, elle est plastique, c'est-à-dire qu'elle se transforme avec l'expérience. Et donc, à un moment donné, comment on peut intégrer ça et utiliser des outils qui sont des outils à distance pour réussir à faire ça. Je vous avoue que c'est un peu un pari et que je n'y crois qu'à moitié. Et donc, si je le synthétise autrement, vous embêtez pas avec le... Si on essaye de schématiser tout ça sous une autre forme et qu'on interprète la conduite motrice, classiquement, à l'heure actuelle, on dit, ben voilà, on a la motricité avec le moteur et l'organisme, avec les aptitudes et les savoirs qu'on appelle procéduraux. La distinction savoir procéduraux et savoir déclaratif. Un savoir procédural, c'est un savoir-faire en action. Un savoir déclaratif, c'est un savoir qui a été intellectualisé. Donc en fait, premier niveau d'interprétation, c'est celui-ci. Et on est sur ce que possède le sujet, ses caractéristiques, et d'un point de vue philosophique, ce qu'on appellerait l'avoir. Et on est encore sur cette logique de manque. Et si on continue d'interpréter, classiquement, à l'heure actuelle, on place au milieu la sensibilité et le socio-affectif. Et on va dire, ben, mon sujet, voilà, première cause organique, moteur, motrice, avec les savoir-faire, ce que possède le sujet. Deuxième niveau, la sensibilité et le socio-affectif, avec ici les savoirs affectifs et sociaux. Et puis, pour ceux qui ont entendu parler de cette approche qui date de fameuse, les années 90-95, la notion de difficulté et risque perçu, et on interprétera la conduite en disant ben, il a des difficultés pour analyser la difficulté, il a des difficultés pour analyser le risque, et il a une perception du risque et de la difficulté qui sont des hypothèses de cause. Et mon sujet, il fonctionne au niveau affectif entre cette difficulté et ce risque perçu et le sens qu'il donne à son action. Et là, on a un deuxième niveau d'interprétation qui est dominant à l'heure actuelle, qui est de dire, voilà, l'intention, elle est là. Et on pourra interpréter la conduite motrice avec l'étage du bas, l'étage du milieu, qui est l'intentionnalité. Alors si on essaye de résumer la notion d'intentionnalité, dans les sciences cognitives, c'est la première étape de construction de la réponse, l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, l'intentionnalité, c'est l'évaluation de la situation, c'est la mémoire affective et la mémoire cognitive, ça construit l'intention dans les sciences cognitives. L'intention, c'est l'idée de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire, et de comment on va le faire. Et on a ici, d'un point de vue philosophique, ce qu'on appellerait, ce qui organise le sujet, la notion d'exister. C'est là que se situe, en philo, l'existence du sujet. Et enfin, un dernier niveau d'interprétation, c'est celui de l'intelligibilité, avec en haut les savoirs cognitifs et la question de la construction du soi et de l'identité et la question de la conscience de soi et de l'estime de soi. Et on interprète à partir de là, je vais jusqu'au bout du schéma, voilà, ici il y a la notion d'être, la question pour ceux qui s'intéressent d'un point de vue philosophique de l'ontologie. Qui je suis et à un moment donné comment ce qui je suis va interférer avec l'ensemble de ce schéma pour interpréter la conduite motrice. Et enfin, se trouve ici tout ce qu'on appelle les savoirs métacognitifs, c'est-à-dire les savoirs sur les savoirs, ce sur quoi et ce qui est à la base de la construction de la méthodologie de travail d'ICAP, c'est-à-dire tout ce qui va être les savoirs méthodologiques et métacognitifs, les savoirs méthodologiques sur lesquels je rajoute des questions qui sont existentielles aussi, c'est quelle connaissance le sujet il a de lui-même. Et là on a un cadre complet qui pour moi est le cadre sur lequel on fonctionne à l'heure actuelle, qui est un cadre que bien sûr je vais utiliser pour ce MOOC, mais que je souhaiterais dépasser. Alors est-ce que par rapport à cette présentation qui est quand même très synthétique et très violente d'un coup, vous avez des questions? Je peux vous donner des exemples dans une activité physique. Je vois qu'il y a des voileux, c'est facile. Ici, à un moment donné, eh bien, par rapport à un passage de bouée, on pourra faire des hypothèses ici, des hypothèses sur les savoirs qui sont ici, des hypothèses de manque ici, sur ce que possède le sujet. On pourra faire des hypothèses, bien sûr, affectives, elles sont faciles, celles-ci, mais sur l'intention qui va organiser le sujet, c'est-à-dire comment il va percevoir le risque, comment il va percevoir la difficulté, et quel sens ça a pour lui
de prendre ce risque. Et donc, quelle est l'intention qu'il organise au moment du passage de bouée dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue subjectif? Et puis, dernière dimension, on va dire, je me rappelle comment il s'appelait cette vidéo de l'ENV dans laquelle il y avait les différentes étapes, c'est il y a déjà longtemps, où on disait interprétation cognitive, interprétation motrice, interprétation, etc. On voyait des gamins avec du laser, de l'optimisme, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était qui a fait ça dans les années, il y a 10 ans, 12 ans, qui avait fait ça. Voilà. Et donc en fait, on va interpréter toute la conduite à partir de là. Ça, c'est la position classique sur laquelle, en fait, on fonctionne. Pour moi, il manque une dimension d'interprétation de la conduite motrice, c'est-à-dire qu'ici, quand on fait ça, on se situe forcément en extériorité. C'est-à-dire on se place à l'extérieur, comme si on était capable de dire « ben oui, moi je sais et je comprends très bien ce qui se passe dans mon sujet, voilà le cadre qui m'organise et à partir de là, je vais pouvoir dire « ben voilà, son problème il est là ». Problème d'équilibration, problème de locomotion, problème de prise d'information, etc. La cause, eh ben, c'en est les savoirs ici, c'en est les aptitudes, c'en est la relation affective au milieu, etc. Et on se place en extériorité. Depuis, sont quand même passés par là toutes les théories de l'action située, tout le travail sur les entretiens d'explicitation, qui a dit, mais, et donc, qui se revendique de la phénoménologie, mais qui se revendique aussi d'un certain nombre de sciences cognitives comme l'inaction, qui dit mais non, mais en fait il faudrait qu'on puisse savoir ce que le sujet, lui, il perçoit et comment il vit les choses. Donc il y a la question de la connaissance en première personne, et pour moi elle n'est pas encore suffisante cette question-là, parce que même quand on fait ça, pour moi, eh bien il y a un biais pour réussir à comprendre ce qui se passe effectivement dans le sujet, ce qui se passe effectivement pour le sujet. Et je pense que même ici, avec l'action située, on n'a pas été jusqu'au bout du processus qui permet de comprendre finalement ce qui s'est inscrit dans la chair du sujet et ce que j'appelle le vivant qui, à un moment donné, organise le sujet. Donc, premier schéma d'analyse qui synthétise pour moi la manière dont on aborde les choses à l'heure actuelle, qui est totalement pertinente et totalement facile, mais qui n'est pas suffisante. Ça va ou pas? Vous me dites si je... Alors, il y a des diapos que je ne vais pas vous passer. Je vais aller directement... Alors j'espère que... Ben non, l'animation qui a été faite, elle ne marche pas. Bon, tant pis. Je ne comprends pas pourquoi. Celles que j'ai recopiées, il y avait de l'animation, tant pis, je pars de là. Je pars de là, et donc, quelle a été la démarche? Je me suis dit... Eh bien, si on s'amuse à étudier les activités physiques et sportives et à les mettre en rapport avec les connaissances qu'on a sur le fonctionnement du sujet, on est capable de formuler un certain nombre de grands problèmes qu'on va retrouver selon les types d'activités. Et il faut essayer de définir des fonctions qui permettent de résoudre ces catégories de problèmes, parce que ces fonctions, non seulement elles ont une dimension personnelle du sujet, mais ce sont des fonctions qui sont pour des situations données et non pas des situations suffisamment générales. Alors du coup, pour aller à ces savoirs, qui sont donc formulés autour, quelles sont les différentes catégories de problèmes que le sujet peut avoir à résoudre? Alors attention, ce schéma, il a l'air orienté, mais ce n'est pas parce que j'ai mis savoir cognitif au-dessus que sémiotricité, ça va avec savoir cognitif. Les savoirs cognitifs, on en a aussi ici, on en a aussi ici, on en a aussi ici. Donc le cadre, il est assez classique, c'est-à-dire finalement, les catégories de problèmes, 4 dimensions dans le fonctionnement du sujet, 4 dimensions qui sont affectives, cognitives, motrices, organiques à tout instant. Première dimension, c'est la dimension de la sémiotricité. La dimension de la sémiotricité et fonctions sémiotrices correspondantes, c'est celle qui va permettre de s'adapter à un certain type de situation. Et donc aux situations, 3 types de situations, information avec incertitude, problème informationnel pour apprécier, identifier, apprécier et comprendre ce qui se passe, fonction décisionnelle et fonction communicationnelle. Vous n'avez pas forcément toujours les 3. Quand vous prenez les sports collectifs, c'est la communicationnelle qui est centrale avec la contre-communication qui détermine la prise d'information et la décision. Si vous prenez les APPN, les activités physiques de pleine nature, c'est la fonction pour lever l'incertitude qui va conditionner la prise de décision derrière et conditionner la prise de communication derrière, la communication dans l'équipage, par exemple, qui va être nécessaire pour résoudre les problèmes. Donc, dimension sémiotrice. Deuxième dimension et deuxième fonction,
la dimension psychosensorimotrice. Pourquoi psychosensorimotrice? Pour montrer que c'est du sensorimoteur et qu'en même temps, il y a les opérations mentales. On aurait, classiquement, dans les sciences cognitives, on dit il y a le sensorimoteur et il y a le cognitif. Non, ici, psychosensorimoteur, pour bien montrer que c'est à la fois du sensorimoteur et des cognitifs. Et là, quelles sont les catégories de problèmes? Elles sont classiques: équilibration, locomotion, propulsion, coordination motrice, coordination visio-motrice. Et énergie-motricité, donc ce n'est pas l'énergétique, hein, parce que derrière, l'approche classique dirait, ben là je mets la physio. Non, je ne mets pas la physio. À un moment donné, c'est comment je produis l'énergie nécessaire, comment je régule et je gère l'énergie nécessaire, comment je rentabilise l'énergie nécessaire. Et pour arriver à ça, si vous prenez la régulation-gestion, il est bien évident que c'est à la fois du moteur, c'est du cognitif, c'est de l'affectif, etc. Et enfin, dernière dimension, bien sûr, celle de l'émotion-motricité ou senso-motricité. Senso pour sentir, ressentir, pour sensibilité. Et donc ici, la question, la problématique de la motivation, de la régulation des émotions et de la rentabilisation des émotions. Et donc pour moi, on peut étudier toutes les activités physiques et sportives en définissant quels sont les problèmes principaux qui sont à résoudre. Et à partir de là, eh ben, je me suis interrogé sur les fonctions qui permettent de résoudre ces problèmes. Fonctions qui, encore une fois, il va être nécessaire d'analyser dans toutes les dimensions. Et donc on aboutit à un cadre qui, encore une fois, ne va pas s'animer, c'est-à-dire qu'en gros, les problèmes, les fonctions et correspondance systématique avec les dimensions de la difficulté. Et je n'ai pas rajouté qu'en plus, j'ai les observables qui sont la quatrième dimension, c'est-à-dire que pour chacune de ces catégories, j'ai défini des observables généraux qui permettent d'étudier le comportement. Et donc 4 dimensions de la difficulté, 4 macrofonctions, et donc 4 catégories de problèmes. À partir de là, je vais partir directement au schéma de fin. Alors attendez, c'est pas celui-là. Elle est où ma marguerite? Voilà, je vais aller directement à la marguerite de fin. Ah ben, je ne l'ai pas, c'est bien. Alors, quelle heure il est? 21h34. Si elle est là. Donc, qu'est-ce que ça donne si je reprends mon schéma? Eh bien, si je reprends mon schéma, alors, je vais vous dire d'où il vient quand même ce schéma. Il vient des sciences cognitives et de l'évolution des paradigmes actuels, et il vient du croisement avec les pensées traditionnelles, et en particulier avec les pensées traditionnelles chinoises. C'est-à-dire que le schéma qui va être présenté là, en fait, il provient d'une comparaison entre les évolutions scientifiques actuelles et les nouveaux paradigmes actuels et des pensées traditionnelles qui étaient déjà sur une pensée intégrative. Donc en gros, si je reprends le cadre d'analyse, eh bien on a celui-ci, c'est-à-dire qu'on a l'étage du bas, interprétation de la conduite motrice, dans lequel on va aller étudier nos 4 grandes fonctions. Je vous présenterai la marguerite et ce que j'ai mis dans ces 4 grandes fonctions. Et donc en bas, on est sur le fonctionnement du sujet. Effectivement, ses ressources et son fonctionnement, la question de l'organisme, comme tout à l'heure. Au-dessus, on va donc avoir apparaître la question de l'intentionnalité, qui se construit entre le psycho-affectif et le socio-affectif. Et la question, vous voyez que c'est un schéma intermédiaire, du sens et du risque. Et donc on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui organise le sujet, et en haut, on a cette question-là, et je vais vous présenter les fonctions après, la question du soi et la question de l'être. Ça, c'est le cadre général d'explication. Je me fais un petit peu plaisir là, parce qu'en fait, voilà. Le cadre de tout à l'heure, revu et replacé, il donne ça avec des mots. La question, c'est quelles sont les fonctions qu'il y a derrière? Quelles sont les fonctions qu'il y a derrière qui permettent de construire la conduite motrice, de construire l'intentionnalité, de construire l'identité? Et ça, c'est mon dernier schéma. Je vous présenterai, voilà.
C'est ce que j'appelle le modèle phénoménologique, c'est-à-dire les causes fonctionnelles et les fonctions processus. Donc si je reprends, les fonctions qui ont été définies, la plus classique, on garde la fonction énergétique, mais sont dans ses différentes dimensions. Alors, j'en profite pour dire qu'en plus, j'ai un schéma sur la fonction énergétique, parce qu'en fait, la fonction énergétique, les Chinois, ils ont de manière particulière d'aborder ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que chaque organe est relié à un caractère psychologique et est relié à un élément de l'espace. Le poumon, c'est par exemple un organe qui est l'organe de la relation, et qui a un élément naturel qui est l'air, bien évidemment, mais le foie, c'est celui des émotions de colère, qui à un moment donné va somatiser les gens colériques, etc. Donc en fait, derrière ce schéma-là, il y a aussi une représentation d'un lien fort entre l'organe corps et des caractéristiques affectives, des caractéristiques cognitives et des caractéristiques environnementales. Et donc on a en haut la fonction sémiotrice. Je ne vais pas la détailler, mais je vous dirai exactement ce que j'ai mis dedans, parce qu'il faudrait que je vous présente la marguerite complète. On a à gauche la fonction posturocinétique. La fonction posturocinétique, c'est quoi? C'est tout simplement la fonction qui permet d'adapter la posture au mouvement. Première grande dimension du psychosensori-moteur. On a de l'autre côté la fonction d'organisation spatio-temporelle. Il faudrait que je détaille cette fonction d'organisation spatio-temporelle, c'est-à-dire celle qui va permettre d'une part de se repérer dans l'espace et d'autre part de construire la rythmicité du mouvement. Et on a au milieu la fonction activatrice. La fonction activatrice, c'est une fonction générale qui construit l'éveil physiologique, la vigilance informationnelle et la concentration. Et en gros, la fonction activatrice, elle est à la fois émotionnelle, elle est à la fois énergétique, elle dépend des autres fonctions, et c'est celle-là qui va être centrale, c'est-à-dire qu'au lieu de dire eh bien, il y a un problème motivationnel, non, on ne va pas dire il y a un problème motivationnel, on va se poser la question de cette fonction activatrice et comment on va construire cette fonction activatrice, c'est-à-dire à un moment donné on va se dire mais finalement, là maintenant j'ai constaté que comment je vais développer cette fonction-là, comment je vais développer celle-là, comment je vais développer celle-là, comment je vais développer celle-là, et à chaque fois il y en a plusieurs dessous, c'est-à-dire c'est un peu, on a le centre ici et ça s'élargit vers l'extérieur. Et si on continue l'interprétation, on va donc avoir ici une dialectique qui se construit, les Chinois diraient entre yin et yang, deux opposés complémentaires qui font trois, qui ne font pas deux et qui ne font pas un. D'un côté, le sujet, il est toujours en train de s'organiser entre une fonction de protection, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va toujours être entre la protection et la prospection, c'est-à-dire la capacité à se protéger ou la capacité à risquer, à prospecter, à découvrir. Et il va toujours se construire entre une fonction égoïste, sans jugement de valeur. La paramécie, à un moment donné, elle est égoïste parce qu'elle est capable de vivre toute seule, et quand le milieu change, elle devient altruiste, elle se resserre avec les autres paramécies pour pouvoir continuer d'exister. Puis quand à nouveau le milieu devient intéressant, il se resépare. Donc quand je dis égoïste et altruiste, il n'y a pas de dimension de jugement, c'est tout simplement le fait que l'être humain, il est construit et tout être vivant, il est toujours entre cet équilibre entre altruisme, c'est-à-dire le besoin des autres, et cet égoïsme, le besoin à un moment donné de chercher pour soi-même sa nourriture. Et donc au milieu, la fonction mobilisatrice. La fonction mobilisatrice qui est donc celle qui va mettre le feu, c'est même plus que ça. Non, là je fais une erreur en disant ça, parce que Piaget dirait mettre le feu aux poudres de l'action. Non, c'est bien plus que ça. La mobilisation, elle est au départ, elle est continuellement dans l'action. Et on a, en dernier niveau, eh bien, plusieurs fonctions qui vont construire un dernier niveau d'interprétation, la fonction intellective. Alors si je m'amuse à détailler la fonction intellective, c'est celle qui va permettre une compréhension cognitive du monde, mais elle comprend la fonction logique, la capacité à faire un raisonnement linéaire avec la notion d'identité d'Aristote, la fonction analogique qui est construite sur l'espace et la fonction intuitive qui est construite sur le temps. Et si je m'amuse à continuer comme ça, eh bien on va avoir en haut la fonction spirituelle,
Alors, la fonction spirituelle, je peux m'amuser aussi, je sais bien que c'est loin un petit peu des préoccupations sur l'interprétation uniquement de la conduite motrice, mais la fonction spirituelle, il y a la fonction imaginaire pour ceux qui connaissent Gilbert Durand, la fonction imaginale pour ceux qui connaissent Henri Corbin et le soufisme, et donc tout ce qui est ce qu'on appelle la gnose et la capacité à connaître grâce aux yeux de feu, ils appellent ça. Et puis, il y a la fonction éthique développée par Ricoeur en phénoménologie. Et puis on a sur le côté, bien évidemment, la fonction identisatrice. La fonction identisatrice, c'est celle qui construit l'identité personnelle indépendamment des autres, hein, c'est l'altérité. Et puis la fonction identificatrice, le fait qu'on a la nécessité continuellement de se reconnaître dans quelqu'un, de se reconnaître dans un groupe ou dans les autres. Et donc là, j'ai mon cadre complet d'interprétation, qui va donc être de dire, eh bien, au regard de ma conduite motrice, comment je peux bien, quelles sont les fonctions qui, à un moment donné, ne jouent pas complètement leur rôle. Je ne devrais pas dire ne fonctionnent pas comme il faut, ne jouent pas complètement leur rôle. Et donc, quelles sont ces fonctions qui vont me permettre, à un moment donné, d'expliquer une conduite motrice. Mais attention, la difficulté dans laquelle on se retrouve, c'est que ces fonctions-là, vous allez bien pouvoir les interpréter d'un point de vue extérieur, mais à un moment donné, il va falloir pouvoir rentrer dans ce qui se passe dans le corps du sujet, on va le dire comme ça, et rentrer dans ce qui se passe dans le corps du sujet. On a bien sûr l'entretien d'explicitation, mais c'est certainement pas suffisant. Et j'ai continué ce schéma, et je m'arrêterai là-dessus, et je pourrais vous le détailler. C'est-à-dire que ce schéma, il bascule sur l'horizontale. Il bascule sur l'horizontale, c'est-à-dire que là, je vous l'ai présenté de manière hiérarchique. En fait, il n'est pas forcément hiérarchique, parce que ça construit ce qu'on appelle des colonnes de la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, si on bascule, eh ben, on se rend compte qu'on peut les mettre les uns au-dessus des autres et qu'ils vont fonctionner de manière simultanée. Et donc le schéma, il devient celui-ci, c'est-à-dire que par exemple, l'énergie motricité, je la mets en relation avec cette fonction protectrice, parce qu'à un moment donné, eh bien, il s'agit d'abord de bouffer, et pour bouffer, il faut d'abord se protéger, chercher une sécurité et une sûreté, et je la mets en relation avec la fonction intellective, excusez-moi, hein, c'est une position que je prends, qui caractérise notre société, qui est qu'à un moment donné, il y a nécessité d'une logique et d'un contrôle de ce qu'on fait. Et on est bien sur une logique protectrice et un imaginaire, pour ceux qui connaissent Gilbert Durand, qui est l'imaginaire de l'élévation, qui est l'imaginaire de la science, qui a un mouvement linéaire et qui n'est pas un mouvement circulaire de germination. Et on a, si on s'amuse, hein, voilà, ici, pareil, posturocinétique. La posturocinétique, c'est tout ce qui renvoie à l'équilibration, à la stabilité, à la capacité à être, à un moment donné, fixe, on va le dire comme ça, et donc qui fonctionne avec cet égoïsme et qui fonctionne avec cette fonction identisatrice, c'est-à-dire l'idée qu'il y a derrière, eh ben, c'est d'abord à partir de cette capacité à s'équilibrer, à se centrer, à être équilibré, qu'on va pouvoir fonctionner par rapport à soi et qu'on va pouvoir fonctionner et se distinguer des autres. Ça renvoie aussi à des organes, si on va dans la pensée chinoise. À droite, l'organisation spatio-temporelle, la fonction altruiste, et donc ici la fonction d'identification. Et puis derrière, voilà, la fonction sémiotrice, qui à un moment donné, comme c'est une fonction qui est essentiellement d'adaptation à des milieux incertains, à des relations aux autres, qui suppose des décisions continuelles, eh bien, on va être plus sur la capacité de prospection et de découverte de quelque chose, et donc, quelque part, sur la fonction spirituelle, qui, cette fois-ci, est une dimension beaucoup moins linéaire de la pensée, mais beaucoup plus adaptative de la pensée. Voilà le cadre sur lequel je base le MOOC. Bien évidemment, je n'irai pas jusque-là pour expliquer tout ça dans le MOOC, parce que je pense que je vais faire peur à tout le monde, comme je vous ai sans doute fait un petit peu peur avec l'ensemble de ce schéma. Si vous voulez, j'ai à votre disposition le schéma du bas avec toutes les fonctions processus correspondantes, c'est-à-dire, je vous donne juste un exemple, la fonction posturo-cinétique, c'est-à-dire cette capacité à construire la posture, elle dépend d'un certain nombre de fonctions. Elle dépend de la fonction éréismatique. C'est quoi la fonction éréismatique? C'est la fonction qui construit la solidité du corps. En gros, à chaque fois que vous faites un mouvement, vous avez la création du mouvement, la relation à l'environnement,
l'appui-pied, l'appui-main dans la voile, l'appui-main sur le javelot. Et vous avez ce qui construit la solidité entre les deux, c'est la fonction éréismatique. Et cette fonction éréismatique, je crois de plus en plus que toute coordination est une coordination entre cette fonction téléocinétique et cette fonction éréismatique. En particulier, quand vous allez être débutant, vous allez créer l'impulsion avec cette partie du corps, et puis vous allez le transmettre à l'ensemble. Et plus vous allez être expert, plus en fait vous allez avoir une synchronisation en chaîne musculaire, qui fait que vous allez avoir une fonction téléocinétique qui va intégrer une chaîne musculaire complète, et une fonction éréismatique qui va servir de dimension de support et d'équilibration. Quand vous faites un lancer de javelot, ici, vous partez là, la fonction téléocinétique, ligne d'action principale, elle va de là à là, mais n'empêche que ici, vous avez une ligne d'appui qui est la fonction éréismatique. Donc téléocinétique, éréismatique, je vous donne juste cet exemple-là. Ensuite, qui permet l'équilibre, vous avez bien sûr la fonction eutonique. La fonction eutonique, c'est celle qui va permettre l'équilibre des tonus et la contraction-relâchement. Et vous en avez une dernière, qui est encore un peu plus compliquée, c'est la fonction de tenségrité. La fonction de tenségrité, c'est quoi la tenségrité? Ça vient de l'architecture. Oui, c'est dans les années 70 qu'a été... Le corps, il n'est pas construit. La fonction de tenségrité, c'est quoi? C'est l'idée qu'en fait, une structure, elle peut être construite avec des éléments solides reliés par des éléments souples. Et cette structure, elle est déformable et adaptable, et c'est ça qui fait sa solidité. Le dôme de Montréal, pour les Jeux Olympiques de Montréal, qui est devenu une serre, il est construit de cette manière-là. Si vous allez voir comment il s'appelle ce site, qui est un site des universités, où sont présentés comment fonctionnent les tissus musculaires, on se rend compte que les tissus musculaires, en fait, ils ont tous les petits systèmes de fibres qui sont organisées d'une certaine façon, qui glissent les uns par rapport aux autres et qui construisent cette solidité souple qui fait qu'on va s'adapter. Et donc en fait, pour la fonction posturocinétique par exemple, eh bien, il y a ces 4 fonctions-là qui sont importantes et qu'il va falloir aller étudier pour expliquer l'adaptation de la posture au mouvement. De la même façon, pour l'organisation spatio-temporelle, on va voir la fonction de localisation qui permet de se situer à l'extérieur de l'espace. On va voir la fonction d'assimilation qui permet de transformer l'espace en coordonnées corporelles, par exemple. Et on va avoir la fonction rythmique de synchronisation qui est cette rythmicité qui va nous permettre de construire des coordinations. Voilà. Donc je ne développe pas la marguerite, j'ai une marguerite complète comme la première, c'est-à-dire qu'à partir des problèmes qui vous ont été présentés, eh bien, sont détaillées les différentes fonctions processus, je les appelle comme ça, c'est-à-dire c'est des fonctions du sujet, mais c'est des fonctions du sujet qui sont construites par un environnement particulier et pour un environnement particulier, donc ça devient des fonctions qui ne sont pas des fonctions du sujet, mais qui sont des fonctions de la situation. D'où mes 3 niveaux de connaissance: connaissance en extériorité, connaissance en intériorité du point de vue du sujet en première personne, et connaissance situationnelle, c'est-à-dire la capacité à ressentir l'évolution possible de la situation, c'est-à-dire la dynamique de la situation à laquelle on va être capable de s'adapter au-delà des 2 autres. Voilà, j'ai fini, c'est quelque chose de très rapide, j'espère que ça n'a pas été trop dense et que vous avez pu suivre un petit peu cette pensée un peu compliquée. Merci de votre attention. Donc si vous avez des questions, je peux répondre, je ne sais pas quelle heure il est. Vous êtes gentil, c'est poli d'applaudir, mais après il faut que... Moi j'ai une question dans le MOOC. Donc tu as présenté tous ces modèles, toute cette modélisation. L'idée c'est comment les gens comment ils puissent les mettre en œuvre. Ouais, alors à partir de là en fait, l'idée, je vais donner un exemple de fonctionnement dans le MOOC. Problème d'équilibration. D'accord ? Problème d'équilibration. En gros, le MOOC, la tâche, ils vont avoir à expérimenter une tâche d'ATR, appui tendu renversé, une tâche de saut extension tour complet. Ils vont avoir à construire une grille d'observation. D'accord ? Une grille d'observation. Alors, il y a plusieurs cas. Des fois, c'est moi qui propose la grille. Des fois, c'est eux qui construisent la grille. Des fois, c'est moi qui donne les relevés d'observation pour qu'ils interprètent. Là, dans ce cas-là, je leur donne une grille et je vais leur dire, bon ben voilà, vous allez observer votre sujet, vous allez regarder la succession des opérations, vous allez regarder la posture, vous allez regarder la centration du regard, vous allez regarder la position de la tête, vous allez relever tout ça. Ensuite, vous allez interviewer celui qui est passé, c'est ce que je fais dans mes cours. Alors là, c'est un peu plus difficile pour le MOOC parce que aller interviewer et croiser les interviews, c'est compliqué. Vous allez interviewer celui qui est passé, vous allez lui demander,
Vous allez dire, bon ben voilà, ici j'ai vu ça, hein, qu'est-ce que tu as fait, quelle sensation, quelle intention, qu'est-ce qui t'a organisé, etc. Et l'idée est qu'avec donc ces relevés de l'observation, la vidéo, bien sûr, ces relevés d'observation, la vidéo, l'entretien, parce que c'est presque un entretien d'explicitation qui est fait auprès du sujet, eh bien je vous demande de me dire quels sont les problèmes rencontrés et de me faire des hypothèses de cause, et donc de formuler en quoi la fonction téléocinétique, la fonction éréismatique, la fonction eutonique, la fonction de repérage dans l'espace peuvent être des causes possibles des problèmes que vous avez repérés. Donc par exemple pour l'équilibration. Une autre démarche dans l'autre sens cette fois-ci, balle au capitaine, c'est un jeu collectif, la balle au capitaine. Donc ils ont une vidéo, ils doivent analyser la balle au capitaine à partir d'un cours qui est posé sur le MOOC, d'un cours qui explique les théories de la communication, qui explique comment on analyse une activité physique et sportive dans sa logique interne. Je leur donne des résultats. Je leur dis, bon, par exemple, pourcentage de temps en attaque, nombre de passes, nombre de déplacements, qui a joué avec qui, etc. Et je leur dis maintenant, à partir de ça, vous allez devoir me proposer des interprétations justifiées. Donc justifiées par rapport à l'analyse de la logique interne, justifiées par rapport aux données théoriques du cours sur la communication et justifiées par rapport au relevé. Et à partir de là, eh bien, vous me proposez donc ce sur quoi vous envisageriez de faire travailler la personne. Et donc vous envisageriez par exemple de développer dans la communication, je vais vous donner encore la fonction d'encodage, c'est-à-dire comment j'encode un message pour que mon partenaire y comprenne le message. Ou bien vous allez travailler la fonction de décodage, et donc pour cette fonction d'encodage, en balle au capitaine, ça veut dire quoi la fonction d'encodage? La fonction d'encodage, c'est la capacité à faire des appels de balles signifiants, à faire des signes signifiants, à faire des manifestations corporelles signifiantes, des mouvements signifiants, etc. Voilà.